C'est un génie, y a pas d'erreur. C'est un génie. Ray, vous pouvez me dire quelle est la racine carrée de 2130? 4, 6,151923004. Sans doute aurez-vous reconnu cet extrait du film Rain Man, sorti en 1998. Il y a 37 ans, le personnage interprété par Dustin Hoffman était l'une des rares représentations autistiques dans la culture populaire. Un personnage attachant, mais marqué par de nombreuses erreurs dans la perception de l'autisme. Depuis, les représentations ont évolué. Aujourd'hui, dans les séries policières, médicales, les soap-opéras, les comédies, on voit émerger de plus en plus de personnages autistes sans déficience intellectuelle. Ces figures sont désormais plus complexes et moins caricaturales. Pourtant, dans les entreprises, ces profils atypiques semblent disparaître et Rain Man reste souvent la représentation la plus commune. Alors, où sont passées les personnes autistes? Bien que nous ayons encore du mal à obtenir des chiffres précis, il semble que les personnes autistes aient 5 fois plus de chances d'être au chômage que la population générale. Et parmi celles qui travaillent, beaucoup hésitent encore à révéler cette particularité dans un environnement qui n'est pas toujours favorable. C'est pourquoi dans cette deuxième saison d'Atouts et Handicap, nous avons décidé d'explorer en profondeur le sujet de l'autisme dans le monde professionnel. À travers des interviews avec des experts, souvent eux-mêmes sur le spectre de l'autisme, nous chercherons à mieux comprendre ce qu'est réellement l'autisme et les défis auxquels ces personnes peuvent être confrontées dans leur parcours professionnel. Mais ce podcast ne se limite pas à identifier les obstacles, il vise aussi à mettre en lumière ce que les personnes avec un profil autistique peuvent apporter au monde du travail. Et vous verrez que ça ne se limite pas à réparer des ordinateurs ou à calculer la racine carrée de 2130. Bonjour Florence. Bonjour Lorraine. Alors Florence, tu es thérapeute spécialisée dans l'autisme chez l'adulte. Est-ce que tu peux nous définir un peu, nous expliquer quel est ton métier? Alors c'est sûr que thérapeute spécialisé dans l'autisme, on a l'impression que c'est un peu antinomique parce que dès qu'on lit sur l'autisme, on comprend que c'est pas une pathologie, donc il y a rien à soigner. Donc le mot thérapeute peut paraître un peu discordant, sauf qu'en réalité, chez l'adulte, et surtout plus l'adulte est détecté tard, le fait d'être autiste sans le savoir, ça peut créer tout un panorama de traumas, des atteintes à l'estime de soi qui sont très très lourdes. Parfois, le système familial, pendant l'enfance a joué là-dessus aussi et du coup, l'aspect thérapeutique, il est pas tant focalisé sur le fait «d'améliorer» entre énormes guillemets le TSA, mais juste d'accompagner la personne déjà avec, une notion de psychoéducation, de comprendre ce qu'est l'autisme, comment ça marche, comment on peut être en contrôle de ses propres déclencheurs pour faire le moins de crises possible et aussi toute la grosse partie estime de soi et structuration du quotidien pour que les journées soient agréables, aussi simplement que ça. Merci beaucoup. Alors justement, l'autisme, on parle de handicap cognitif, on parle de neuroatypie, c'est parfois un peu difficile à définir quand on est novice et puis même parfois quand on travaille avec les personnes autistes, on a du mal à définir ce que c'est que les troubles du spectre autistique. Est-ce que tu peux, toi, nous les définir? Alors c'est toute la difficulté en fait quand on décrit un «je suis» et pas un «j'ai». Par exemple, j'ai, un trouble, schizoïde, peu importe et cetera. C'est quelque chose de transitoire à la personne et qui ne s'intègre pas à son identité. Être autiste, c'est une différence neurologique quasi totale, en du moins profonde. Donc c'est ce «je suis» et quand on est dans le «je suis», eh ben, il y a pas à dire, on peut toujours mettre un mot à côté. C'est peut-être pas comme ça que les gens vont s'identifier, ils vont peut-être pas répondre aux mots de handicap, ils vont pas répondre aux mots de troubles neurodéveloppemental et au final les mots, on s'en fiche bien que les personnes concernées, habitent les mots qui leur ressemblent, autiste, trouble du spectre autistique, handicap dynamique, trouble neurodéveloppemental ou juste autiste, enfin peu importe. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que être autiste, c'est avoir un cerveau qui est biologiquement conçu différemment au niveau du tronc cérébral, au niveau de la neuromorphologie, et que ce fonctionnement neurologique différent influence pratiquement toute la manière dont la personne perçoit, traite et réagit au monde. Donc c'est pas un trouble du comportement, clairement pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent de comportement problème dans l'autisme, c'est une bêtise intergalactique. C'est comme dire que j'ai un comportement problème face au brie alors que je suis allergique au lactose, ça n'a pas de sens.
C'est pas un manque de volonté sociale, pas un caprice, pas un trait de personnalité, c'est juste la manière dont le cerveau réagit au monde qui l'entoure. Si on parle de spectre de l'autisme aujourd'hui, c'est la terminologie la plus acceptée. C'est parce qu'il n'existe évidemment pas qu'une seule forme d'autisme, comme il n'existe pas une seule forme de neurotypie. On rencontrera jamais 2 humains neurotypiques qui sont similaires et fonctionnent de façon similaire. C'est assez rationnel qu'on rencontre jamais 2 autistes qui sont exactement les mêmes, en fait. Il y a une infinité de profils qui s'articulent toujours autour des mêmes 2 critères diagnostiques, des 2 mêmes piliers diagnostiques. Il y a des gens qui vont être excessivement autonomes, très, très verbales. Il y a des gens qui vont être moins autonomes. Il y a des gens qui vont avoir des facilités, à l'exercice social, d'autres pas du tout, d'autres qui, vont avoir de grandes facilités avec la reconnaissance de schémas, d'autres pas du tout. Enfin bref, c'est varié. Et on dit du TSA, sur le plan médical que c'est un handicap dynamique. Ça veut dire qu'en fait, si on prend en comparaison avec la cécité, ce serait lundi, j'y vois vraiment bien, mais mardi, j'y vois qu'à moitié, jeudi, j'y vois plus du tout. Et le TSA, c'est exactement ça, c'est très variable, mais c'est pas variable en fonction de la position de la Lune ou si Mercure est rétrograde ou pas, c'est variable en fonction du contexte, en fait. Plus on va respecter les besoins de ce cerveau autiste, plus il va être détendu, pas surchargé, plus il va pouvoir, accomplir de tâches et cetera, et plus on surcharge ce cerveau, évidemment, moins il va fonctionner, moins il va tendre vers la crise. Donc c'est pour ça que les terminologies autiste léger, autiste lourd et cetera, ça reflète absolument pas la complexité et la réalité du TSA parce que la même personne, après 5 ans de contexte favorable sera autiste entre guillemets «léger» et en même temps, si on fait vivre l'enfer en termes de déclencheur à la même personne pendant 1 an, ce sera quelqu'un qu'on verra comme un autiste lourd. C'est bien qu'il y ait des degrés pour l'accession à l'aide et cetera. Je comprends que l'État soit obligé d'avoir une approche un peu normative, mais dans la réalité du spectre, léger, lourd, ça reflète rien de réel. Oui, en fait, ça peut fluctuer, limite même dans une journée, en fait. Ah mais tout à fait, ça fluctue dans une journée. Par exemple, quelqu'un qui est bien le matin et puis, il prend le métro parisien, il doit sortir à Oh! Châtelet. C'est fini. Je pense qu'il sera, on lui mettra plus une étiquette d'autiste lourd, à la sortie du métro qu'à l'entrée. Ah mais tout à fait, oui. Et donc du coup, cette différence, au niveau de l'autisme, alors du coup, on a eu, l'autisme qui était connu depuis longtemps. On est passé par, la notion de Asperger qui n'a plus, lieu d'être, aujourd'hui. Et tous ces paramètres, en fait, toute cette diversité dans l'autisme fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas diagnostiquées ou qui sont diagnostiquées tard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Beh, tout à fait, il y avait une terminologie très limite que mon papa qui est pédagogue utilisait quand il était prof. Il disait: «Ce que singe voit, singe fait. Mais ce que tu montres pas à singe, singe ne peut pas le voir». Alors je trouvais ça très limite d'apparenter les enfants à des singes. Déjà, j'avais 11 ans, mais je trouvais ça très intéressant et il le disait pour les notions d'LGBTQIA+. Il disait: «Les petits enfants à qui on ne montre pas des couples, homo heureux et cetera, ne peuvent même pas envisager eux-mêmes l'être, puisqu'il y a pas d'exemplarité». Et il disait ça par rapport au Disney. Bref, c'est un débat qui a toujours lieu dans cette famille. Mais c'est vrai que c'est exactement la même problématique pour le TSA. Toi et moi, on est 2 femmes adultes. On n'a jamais vu à la télé une femme qui nous ressemblerait de près ou de loin qui serait potentiellement autiste. Moi, j'ai jamais vu dans une série. Les seuls personnages qui s'en rapprochent où il n'est jamais dit qu'elles sont autistes, mais ça peut être, Jessica Day dans New Girl, ça peut être, Libby pour les plus vieux dans NCIS. Je viens de trahir ma génération. Bref, mais, c'est vrai que quand on parle autisme, l'imaginaire, collectif s'articule forcément autour de la pop culture et la pop culture, c'est quoi? C'est Sheldon Cooper, c'est Monk, si on est aussi vieux que moi, c'est, Rain Man, c'est des personnages comme ça ou Good Doctor, c'est déjà tous des garçons blancs, parce que ça aussi c'est un sujet, tous, des garçons blancs, me semble-t-il, hétérosexuels de surcroît. Donc on est sur une homogénéité totale des représentations de l'autisme dans la pop culture. Donc ça,
plus les fausses croyances qu'on a tous eues à un moment donné avant de faire 15 minutes de recherche sur Google, que l'autisme impliquerait d'avoir pas d'amis, impliquerait d'avoir pas d'empathie, impliquerait d'être un peu bizarre, articulé autour de sujets vraiment très spécifiques et très caricaturaux, les trains, les dinosaures, l'astronomie, etc. Ce qui existe dans le spectre, mais qui est très loin d'être tout le spectre. Et ces notions d'empathie, de pas d'amis, etc. sont des bêtises intergalactiques qui ont été réfutées par la science maintenant plusieurs fois, mais qui continuent à empêcher l'accession au diagnostic. Parce que, par exemple, une femme qui serait, par exemple, de couleur, qui serait pourquoi pas LGBTQIA+, ou ne s'identifierait pas au fait d'être une femme, et qui finalement n'a pas les clichés, les fausses croyances du manque d'empathie, quelqu'un qui aurait des amis, très empathique émotionnellement, quelqu'un qui aurait des facilités à la chose sociale, de prendre la parole, etc., ne pourrait pas mettre bout à bout toutes les difficultés qui sont vécues au quotidien, comme par exemple angoisser avant un départ en vacances, se sentir mal quand c'est pas la bonne petite cuillère pour prendre le petit-déj, avoir une boule de stress quand le téléphone sonne et qu'il faut parler à quelqu'un. Eh bien, ces choses-là ne pourraient jamais être agrégées et comprises comme appartenantes à la même source, au TSA, justement parce que la pop culture, les clichés, les fausses croyances parasitent complètement la vraie image de l'autisme. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont pas diagnostiquées, et parfois le diagnostic arrive après 1, 2, 3 burn-out. C'est plus que Heu, typique, ouais. Excuse-moi, je te coupe la parole. vas-y. C'est plus que typique en fait parce que le cerveau autiste, il faut comprendre que chimiquement, chaque déclencheur est une cascade chimique. Donc je vais pas te casser les pieds à faire c'est pas sorcier, surtout qu'on n'a pas de maquette. Mais en gros, dès qu'il y a un déclencheur, on va prendre le déclencheur le plus basique, le livreur Amazon qui sonne à la porte. Je sursaute parce qu'il y a le bruit, il y a l'action sociale de lui parler. Je sais pas s'il va être de bonne humeur. Bref, c'est un bon gros déclencheur, même s'il paraît très petit. Ce déclencheur, il active un système d'alerte, je suis en danger, il se passe quelque chose d'imprévu. Et en gros, entre ça, les glandes surrénales, etc., il y a une surcharge en adrénaline et en cortisol, bon, d'autres choses, mais on va simplifier sur adrénaline et cortisol. Ça, c'est ce qui se passe à l'instant T au moment du déclencheur. Dans le corps autiste, ce niveau d'hormones, entre guillemets, de stress ne va pas redescendre aussi rapidement que dans un cerveau neurotypique et bonus, chez certaines personnes, il va même y en avoir plus. Donc c'est vraiment le double cadeau. Sauf que c'est qu'un déclencheur. Si j'en mets 10 dans la journée, le niveau de stress va être d'autant plus élevé. Si j'en mets 10 par jour, tous les jours, pendant 5 ans, tout simplement, il y a un effet de neurotoxicité qui va abîmer les neurones, qui va chambouler un peu l'écosystème chimique du cerveau. Et ce chamboulement, ça s'appelle un burn-out autistique. Ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques qu'une dépression. Il faut aussi préciser que le burn-out autistique, c'est un peu, la licorne médicale en termes de santé mentale. On sait tous que ça existe. On en a tous vu, je veux dire même les médecins psychiatres, mais il n'y a pas de critères diagnostiques. Donc il n'y a pas encore de consensus médical mondial sur ce qu'est un burn-out autistique, alors même qu'on l'a tous déjà observé. Donc c'est quand même assez amusant. Et donc du coup, ce burn-out autistique, ça va être une perte de alors pas de compétences, mais une perte de fluidité cérébrale, difficulté à accéder à certaines choses qu'on arrivait à faire, un stress qui va être beaucoup plus durable, une sensibilité sensorielle qui va être très exacerbée. Quand il y a des troubles du sommeil et de l'alimentation, ce qui est quand même très souvent le cas dans le TSA, tout ça va être aggravé et c'est excessivement difficile. La période de burn-out autistique, c'est psychologiquement quelque chose de très rude parce qu'on souffre en permanence et en même temps, les déclencheurs continuent de s'accumuler parce que rarement, l'approche est de les limiter. Donc souvent, c'est parce qu'il y a un burn-out autistique. Le premier, il est en règle générale quand on n'est pas détecté à l'horizon entrée en sixième, parce que d'un coup, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'exigences du monde extérieur, beaucoup plus de déclencheurs. Le deuxième, il est horizon entrée au lycée ou bac. Certains font les 2 et en règle générale, il y en a un autre aux alentours de 25 ans. Enfin, on connaît même les horizons d'âge, de burn-out autistique anticipés. Et en règle générale, c'est le burn-out autistique qui est aux alentours de la trentaine qui permet la détection du TSA parce qu'avant ça, on a éliminé les pistes de bipolarité, borderline, troubles anxieux généralisés, dépression. La personne a fait déjà des approches psychothérapeutiques.
Donc la personne a suffisamment de psychoéducation pour comprendre que les notions d'anxiété généralisée, bipolarité, borderline, et cetera, n'expliquent pas au mieux les difficultés ressenties. Et c'est souvent le patient, en fait, qui est en charge et qui est champion dans le fait de dire: «Bon, maintenant on a tout vu, c'est pas ça. Qu'est-ce qui pourrait y correspondre à ce que je vis?» et qui arrive avec la piste du TSA. C'est rarement les médecins qui, d'eux-mêmes, vont dire: «On va explorer la piste du TSA». Et on parle de burn-out autistique. C'est quoi la différence entre le burn-out autistique et le burn-out, classique neurotypique? Alors ce que j'aime bien dans la notion de burn-out autistique, c'est pour le coup, la terminologie est vachement bien choisie. Burn-out, c'est l'idée, tu craques une allumette, tu la regardes, elle est grillée. Donc il y a cette notion d'être grillé. À l'origine, la terminologie burn-out, c'est professionnel, donc c'est le travail qui à terme va griller sur un plan psychologique. Là, on pourrait parler de syndrome d'épuisement lié aux difficultés autistiques. La différence majeure, en fait, c'est la mécanique sous-jacente. La mécanique d'un burn-out neurotypique est 100% psychologique. Je m'épuise, je développe une forme d'anxiété de performance, je grille mon énergie mentale, j'ai une perte d'estime de moi, c'est 100% psychologique. Et puis au bout d'un moment, j'en peux plus du boulot, j'angoisse trop d'aller au travail, je craque. Bon, c'est très caricatural, hein, mais le Mmh. burn-out autistique, avant d'être psychologique, parce qu'évidemment qu'il crée une dimension psychologique, il est très dur, mais avant d'être psychologique, il est 100% neurologique. C'est, mes cellules baignent dans un cocktail assez dégueu et à force de baigner là-dedans, c'est neurotoxique et comme c'est neurotoxique, il y a un moment donné, mon cerveau fonctionne plus avec les repères habituels que j'ai. Donc c'est vraiment la grosse différence qui est là. Et en fait, j'imagine, qu'on peut cumuler le burn-out professionnel et le burn-out autistique? Non, mais tout à fait, tout à fait. Après, c'est d'ailleurs très souvent le cas, mais celui qui fait entre guillemets «le plus souffrir», c'est pas une compète de souffrance, mais c'est vraiment le burn-out autistique. Parce que tant qu'on n'a pas rétabli un équilibre, chimique dans le cerveau autiste, de toute manière, le cerveau autiste, il va pas pouvoir enrayer le burn-out, professionnel s'il n'est pas rééquilibré, s'il n'est pas capable d'avoir de nouveau accès à ses intérêts spécifiques. Enfin, de toute façon, il va falloir pouvoir mobiliser ce cerveau en pleine, puissance, si on veut de toute manière soigner le burn-out professionnel, familial, parental, et cetera. Et il y a il y a un point que je trouve intéressant, c'est la notion d'anxiété de performance. Mmh mh. Alors les personnes qui font, des burn-out ont souvent cette anxiété de performance et bah, moi de mon expérience de chargée de mission handicap, consultante handicap, quand j'accompagne des personnes, autistes, souvent je retrouve cette anxiété de performance. J'ai l'impression qu'elle est très, très présente. Est-ce que c'est parce que c'est l'histoire de la personne qui fait qu'elle veut, performer dans le monde professionnel si elle a pas pu performer, socialement enfant, par exemple? Ou que le cerveau autiste est construit comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de: «Il faut que je fasse bien, mieux que les autres» ou en tout cas, il faut que ce que je fasse, ce soit parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves par rapport aux personnes que tu accompagnes? C'est effectivement très, très, très répandu. Alors je vais pas dire 100 parce qu'il y a peut-être moins, il y a rien de moins scientifique que de dire 100, Mmh. mais j'ai excessivement rarement vu une personne autiste sans anxiété de performance. Pour dire la vérité, je n'ai jamais vu une personne autiste sans anxiété de performance, mais je me doute que ça doit bien exister vu la diversité du spectre. Cette anxiété de performance dans le cerveau autiste, elle a 2 sources. Elle a une source innée déjà, parce que le cerveau autiste, aime la précision, il aime les choses correctes, il aime que ce soit vrai, il aime que ce soit concret. Si là, de suite, je dis qu'Homo sapiens a vécu en même temps que les T-rex, que je fais 10 secondes de pause, toutes les personnes qui écoutent et qui sont autistes sont là: «Ouh là, non, pas du tout, c'est faux». Mais automatiquement, pas parce qu'elles savent mieux que moi, pas par ego, pas par, pas par, fierté de savoir, mais juste parce qu'il est insupportable d'entendre une information qui est imprécise ou incorrecte. Ça, c'est la nature pure du cerveau autiste et c'est d'ailleurs, à mon sens, une des qualités les plus jolies du cerveau autiste. Il aime le vrai, il aime le factuel. La deuxième dynamique en place pour l'anxiété de performance, bah, c'est tout simplement la difficulté de grandir autiste et souvent grandir autiste sans même le savoir. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant à table qui, pas moi, qui va lire une BD pendant qu'il mange et tout le monde qui dit: «Ah bah non, ça se fait pas. Non, tu fermes ton livre». Ou qui va se balancer: «Tu te balances pas, ça se fait pas». Qui va tutoyer la boulangère: «Non, on ne tutoie pas, on dit vous». Et qui en fait, c'est un enfant qui va être constamment
repris, corrigé, remis dans une norme sociale qui ne comprend pas parce qu'elle n'a aucun sens. Objectivement, les normes sociales ont très peu de sens. Et cet enfant, à force de comprendre qu'il fait tout pas bien, mais il est pas il est loin d'être une andouille cet enfant, il va pas le vivre. Donc c'est très dur de tout faire pas bien. Je mets n'importe qui au défi de passer une journée où un complice, conjoint, conjointe, ami, où systématiquement chaque action qui est faite fait l'objet d'un commentaire, d'une correction et cetera. Et sous couvert d'éducation, bien sûr que les parents des enfants autistes, quand on ne sait pas que l'enfant est autiste, pensent bien faire à dire: «Bah non, pas comme ci, souris un peu plus, parle à la dame, bisous à mamie». On pense bien faire, on pense éduquer, mais en fait, on vient juste alimenter le début du cercle vicieux de l'anxiété de performance. Parce que cet enfant, il va devenir adulte avec enraciné très profondément en lui-même la notion qu'il ne sait pas faire, qu'il ne fait pas bien, qu'il faut qu'il soit totalement corrigé tout le temps. Et forcément, dans la sphère professionnelle, c'est extraordinairement délétère parce qu'on va avoir systématiquement peur de mal faire, peur de pas être à la hauteur, d'être pas assez, d'être trop, d'en avoir trop dit, pas assez. Et c'est assez terrible, de venir renforcer une nature autiste à travers un prisme aussi, négatif et délétère pour l'estime de soi. Parce que quand on fait une tâche professionnelle avec en back office dans son cerveau 14 voix qui disent: «Non, ça c'est pas assez, ça c'est trop, c'est pas assez parfait, tu peux faire mieux. Non, tu aurais pas dû faire comme si t'as pas assez discuté à la machine à café», c'est vraiment aggraver immensément quelque chose qui est déjà pénible et ça, c'est vraiment l'effet systémique sur le cerveau autiste de l'enfant. Et il y a quelque chose que j'ai déjà entendu de la part d'une personne autiste que j'accompagnais. J'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes. C'est quelqu'un alors pour qui on mettait des aménagements en place, et qui a dit: «Oui, mais je peux pas trop en demander parce que déjà j'ai un emploi, j'ai de la chance». Ouais. Ah bah ça, le sentiment de gratitude, c'est aussi un trait typiquement autistique. De se dire: «J'ai ça, j'ai trop de chance de l'avoir». Donc déjà ça c'est magnifique, mais du coup ça crée aussi une peur d'en demander trop et de perdre. Il y a toujours, cette notion d'acceptation conditionnelle et ça aussi ça vient de l'enfance. C'est: «Je sais pas si je suis assez bien pour mériter ce qu'on me donne, donc du coup je vais surtout pas faire de vagues pour garder ce qu'on m'a donné parce que j'ai un peu l'impression de pas le mériter». Ce qui est complètement, absolument faux. Un employé autiste est une ressource, déjà au même titre qu'un employé neurotypique, mais aussi d'un titre, on va dire un titre alternatif, parce qu'une personne autiste va proposer des choses qu'une personne neurotypique ne pourra pas faire, inversement également évidemment. Mais une personne autiste, c'est une richesse extraordinaire, comme toute diversité est une richesse extraordinaire. C'est que dans la complémentarité des profils, que aussi dans le business, dans l'emploi, on arrive à avoir des richesses de propositions et d'innovation. Une personne autiste qui va demander trop, ça va ressembler à quoi? Avoir un bureau individuel, de savoir à quelle heure on va taper à sa porte, donc à la limite de pas taper à sa porte même, d'envoyer un mail au lieu de lui exiger des réunions qui durent 4 heures alors que ça aurait pu être 4 lignes d'un mail. Je veux dire, c'est pas beaucoup demandé, la personne demande pas des massages de pieds avec des crèmes, avec, des petites particules d'or à l'intérieur, hein, c'est pas une grosse demande et c'est ça qui est vachement violent aussi et c'est aussi une forme de propos qu'on a voulu tenir avec le violentomètre autistique, c'est que les personnes autistes sont tellement gaslightées, invalidées, qu'elles ont le sentiment que les aménagements, dont elles auraient besoin sont beaucoup demandés. Mais c'est complètement faux, les aménagements ne sont pas ça de déjà, la plupart du temps, ils coûtent rien, les aménagements nécessaires pour une personne autiste, puisque notre société met quand même la valeur sur le pécunier, ça coûte rien, ça demande juste d'écouter, de respecter et d'avoir la bienveillance de faire. C'est très peu demandé et je trouve d'une violence inouïe qu'on ait réussi à implanter si profondément dans le cerveau des personnes autistes qu'elles demandent beaucoup en demandant juste un respect, strictement basique, en fait. Oui, c'est beaucoup des aménagements, organisationnels, en fait. Tout à fait. C'est, moi quand j'ai eu des collaborateurs concernés par le TSA, c'est il y a pas d'heure pour arriver. Tu arrives, au cabinet quand?
bah, c'est l'heure où tu peux arriver. Si arriver au cabinet n'est pas envisageable ce jour-là, tu ne sens pas, tu travailles depuis chez toi et tu n'as rien à dire, c'est pas grave, il y a pas de mail, clairement pas de mots du médecin nécessaire. C'est tu travailles aux heures qui conviennent pour toi, tu organises ton agenda comme ça convient pour toi. Enfin, c'est des choses qui, coûtent rien, ne demandent rien à part le: «Je te vois, je t'écoute et je te respecte», même dans les moments où ton besoin n'est pas compris par mon cerveau et c'est pas enfin, ça me paraît pas démesuré de laisser la liberté à un adulte d'organiser sa charge de travail. Mais c'est aussi très sociétal. Il y a aussi, hem, une fausse croyance qui dit que le contrôle infantilisant sur l'employé est synonyme de productivité et j'espère qu'on va enfin réussir à expliquer que c'est faux. La productivité existe quand les gens sont épanouis, écoutés, respectés, valorisés. La productivité, c'est quand l'employé est bien dans ses pompes et qu'il est heureux de bosser, donc même pour une personne neurotypique, pour le coup. C'est vrai qu'en fait, il y a un changement, qui s'opère ces dernières années sur, le télétravail, les horaires. Il y a un choc, il y a la génération Z, qui va aller attraper par la chemise les RH, bientôt sur tous ces sujets-là et finalement, aménager un poste, pour une personne autiste, c'est peut-être aussi être un peu précurseur sur ces manières de travailler, en fait. Bah, tout à fait. C'est être à la fois précurseur et puis, comme tu le dis vachement intelligemment, il y a eu une cassure. La cassure, c'est le Covid. Alors c'était pas une période très cool, mais ça a montré à tout le monde que le monde professionnel pouvait rester productif, pouvait rester efficient. Bah, finalement, même dans des conditions qui paraissaient absurdes. Au début, je me rappelle, les trucs de JT où ils disaient: «C'est une catastrophe, il va falloir fliquer les employés en télétravail pour être sûr qu'ils travaillent bien». Mais c'est d'une suffisance et d'une condescendance intergalactique d'envisager qu'un adulte actif, sur Mmh. sa journée de travail, va la passer à regarder Netflix. C'est vraiment prendre les gens pour des enfants, voire pour des CON, parce que c'est pas le cas. Un adulte actif qui aime son job, ouais, il va peut-être faire une pause déj de 2h45 et regarder Netflix. Ouais, il va peut-être aller faire un tour au parc en plein milieu de sa journée de travail. Mais à la fin de la journée, ces tâches vont être faites et elles seront même mieux faites parce que il aura pu faire sa pause déj de 2h45 ou de 10 minutes en fonction de ses besoins individuels, d'avoir fait sa promenade au parc, récupérer les enfants à l'école. Bon, en période Covid, pour le coup, c'était pas le sujet, mais en gros, la personne va être d'autant plus productive qu'elle aura du respect pour la chance qu'elle a de vivre à son rythme. Et c'est vrai que on parle d'aménagement de poste pour les personnes autistes parce que c'est réellement une urgence, puis c'est une urgence sanitaire. Je veux dire, les personnes autistes, se bousillent dans des postes mal adaptés où ils sont pas à l'écoute. J'ai des témoignages par dizaines de gens qui ont dit: «J'ai été diagnostiqué, j'ai fait une liste de mes besoins, on m'a dit: "Ah oui, super" et on n'a rien fait". Résultat, burn-out autistique, carabiné, je vais super mal, je suis en arrêt maladie depuis 6 mois. Enfin, c'est des témoignages qui existent, donc évidemment que pour les personnes autistes, l'urgence, elle est maximale, en fait, à ce respect basique. Mais le monde du travail, s'il appliquait ces notions-là à tous ses employés, serait excessivement plus productif, beaucoup plus performant et avec des turnovers, moins grands. Parce que tu disais génération Z, c'est vrai que la génération Z se caractérise par la difficulté de rester ancrée, dans un emploi. Je pense que les RH, au lieu de se faire attraper par le col de chemise, devraient l'enlever, mettre un t-shirt et se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait mal? Tout et reprenons tout depuis le début et traitons nos employés comme des adultes responsables et non comme des enfants». Et du coup, a avoir une personne, sur le trouble du spectre autistique dans l'équipe, ça va permettre aussi de réinterroger les pratiques et de chercher l'efficience comme pour tous les troubles, comme pour les DIS, comme pour les TDAH. Quand on fait les choses, c'est peut-être pas que pour une personne en particulier, mais aussi, se rendre compte que pour l'équipe aussi, ça va avoir des bienfaits de s'organiser peut-être d'une autre manière. Ah bah, ça c'est là, on n'est même plus dans la psychologie, la thérapie ou l'emploi, on est dans l'humanisme, on est dans la philo en vrai. Bien sûr que de faire attention à l'autre découle sur tout le monde, et c'est vrai pour le droit de tous, pour le respect de tous. La pluralité, la diversité, oui, demande des aménagements, demande des adaptations. Il est merveilleux en 2025 que toutes les blagues sexistes soient devenues complètement inacceptables. Je veux dire, ça n'a pas fait du bien aux femmes qu'on arrête, les trucs, qui pouvaient se voir dans les années 60 de taper les fesses de la secrétaire, c'était insupportable et d'ailleurs que la femme ne puisse être que secrétaire, c'était insupportable. Cette évolution,
elle a pas enrichi que les femmes, ça enrichit toute la société. De pouvoir puiser dans des compétences autres, des modes de pensée autres, des approches du monde qui sont différentes et c'est vrai pour toutes les diversités. Une personne autiste dans une équipe, c'est une richesse immense au même titre que toutes les universités, mais parce que ça va découler sur tous, en fait. Cette façon de d'avoir, une adhésion forte à la chose factuelle, à la chose vraie, à la chose sourcée, de ne pas avancer si l'information qu'on a est une croyance et pas une statistique. Bon après c'est des traits qui sont pas partagés par tout le spectre, mais qui sont assez communs. Une personne autiste, bah, ça va forcément, aussi créer une communication vachement plus directe dans l'équipe. Il y aura beaucoup moins de small talk, inutile, beaucoup plus de conversations vachement plus profondes. Si on baisse, le degré d'ego, le degré d'adhésion à la chose sociale du côté neurotypique et qu'on s'aligne, au mode de fonctionnement de la personne autiste. Alors s'aligner veut pas dire, s'ignorer soi pour copier l'autre, Mmh. mais si juste on est ouvert à la diversité, mais c'est un enrichissement individuel, d'équipe extraordinaire. Oui, ça veut pas dire qu'on est tous obligés de se calquer sur le fonctionnement autistique, mais en tout cas, ça permet à chacun aussi de se poser la question pour soi-même de dans quelles conditions de travail je fonctionne le mieux. Bah, bien sûr, avoir un collègue autiste, je sais exactement à quoi ça ressemble pour le coup. Mmh. C'est, je regarde, tel ou tel rapport, je trouve que telle terminologie est un peu à double sens, elle me plaît moyen. Je dis, «Beh, quand tu emploies ce terme, ça peut vouloir dire telle autre chose qui peut être analysée négativement. Est-ce qu'on peut réfléchir à un autre terme?» Bah, c'est de la communication directe. J'ai un problème avec ce terme, je t'explique pourquoi, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ce qui serait le monde neurotypique, c'est: «Ah ça j'aime pas, corrige». Donc là, la personne autiste part Mmh. en PLS total, qu'est-ce qui n'est pas aimé? Le terme, l'intégralité de mon travail, est-ce que finalement c'est ma façon de faire mon travail qui n'est pas aimée? Enfin, c'est très complexe, c'est très douloureux et pour rien. Alors que communiquer de façon directe, c'est super efficace, c'est-à-dire que au lieu de passer 400 ans sur cette terminologie en question, 8 échanges de mails, «Je suis pas comprise, l'autre me comprend pas, on est frustrés tous les 2». Bah, ma demande, ou mon interrogation est super directe de premier abord. La réponse que je vais avoir va être super directe en retour. On a avancé, personne s'est écharpé, personne s'est engueulé parce que on communique de façon propre, saine, claire et ça, pour le coup, ça fait du bien à tous. Donc évidemment que dans une équipe, c'est pas demandé aux neurotypiques d'avoir les mêmes besoins ou de faker les mêmes besoins, ça n'a pas de sens. Mais sur des choses comme ça qui sont juste du bon sens, c'est vachement facile de s'adapter, de plus passer par des non-dits, des sous-entendus, «Ah, il semblerait que quelqu'un ait oublié de, je sais pas moi, de remettre de l'eau dans la cafetière» et dire: «S'il vous plaît les mecs, il y a plus d'eau, je mets un post-it, on pense à re-remplir la cafetière». C'est des façons de parler qui sont pas très compliquées à adopter, mais qui sont, non jugeantes, non attaquantes, factuelles, tellement sain. Je veux dire même dans un couple neurotypique, faites ça les gens, ça évite de s'engueuler et ça permet que tout soit clair. Il y a 2 notions sur lesquelles je voulais revenir, enfin, sur lesquelles je voudrais que tu nous éclaires, c'est la notion du meltdown et du shutdown. Alors Heu, meltdown et shutdown pour le coup, c'est les 2 formes de crise autistique. On réduit à 2 formes de crise autistique parce que déjà que le monde neurotypique écoute pas grand-chose sur l'autisme. Si on commence à décrire la réelle complexité des crises autistiques, c'est bon, c'est mort. La crise autistique, comme on disait tout à l'heure, c'est quand tu as déclencheur, déclencheur, déclencheur. Le cerveau, il arrive à un point de saturation niveau cortisol et adrénaline et ça va envoyer une espèce de décharge d'urgence et cette décharge d'urgence, ça peut ressembler à une crise de panique. Donc c'est ce qu'on appellera plutôt, shutdown. Donc ça, c'est plus un repli sur soi-même, un effondrement interne, une fermeture, on se coupe, on dissocie parfois, on se fige, on a du mal à parler, on se dit: «Il faudrait que je dise ça pour qu'on puisse m'aider», mais galérer à faire sortir les mots, avoir des pensées qui tournent en boucle dans la tête, c'est quelque chose de très interne. Le meltdown, à l'inverse, c'est plus une explosion, c'est crise de larmes, pleurs, colère, enfin peu importe, la coloration que ça peut prendre d'une personne, que je suis en cabinet. C'est meltdown, c'est partir courir. Alors c'est sûr que vu de l'extérieur, on se dit: «Ah trop cool, la personne va faire un jogging». Pas cool du tout, c'est une crise autistique et chez cette personne, ça se manifeste comme ça. Donc les crises autistiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles prennent
plein de colorations différentes, déjà en fonction de la personnalité de la personne, la manière dont elle a grandi aussi. S'il était socialement acceptable, bah, juste de laisser sortir les pleurs ou si au contraire il fallait se cacher pour faire sa crise et cetera. Il n'y a aucune différence dans toutes les formes de crise de mal-être ressenti. Ça, c'est une fausse croyance que les proches ont souvent. Ils disent: «Ah super, mon proche ne fait que des shutdowns, c'est moins pire». Non, c'est pas vrai. Mmh. C'est moins pire à la limite pour le système familial s'il a envie d'ignorer la chose et de pas aider, mais pour la personne concernée, les 2 sont atroces et d'une difficulté immense, que ce soit explosif ou implosif. Ouais, parce que le shutdown, c'est plus, ce qu'on disait en préparation de cet enregistrement, c'est que peut-être les enfants font plus des meltdowns et après à force d'être, rectifiés, là-dessus ou en tout cas, encouragés à pas le faire, ils intériorisent le fait d'être plus en intériorité. C'est ça qui se passe? Tout à fait, c'est une dynamique qu'on voit assez fréquemment. Souvent, les enfants, plus ils sont petits, plus la crise va pas du tout être internalisée. Mmh. En règle générale, les enfants font plus fréquemment des meltdowns que des shutdowns, même si tout existe et les adultes font bien plus souvent des shutdowns que des meltdowns, mais là aussi tout existe. Il y a dans le comportement autistique, surtout quand on n'est pas détecté, un besoin de construction de narratifs autour de la crise. Il faut comprendre que, tu vois, là, toi et moi, on se parle. Imagine, tu commences à ressentir un mal-être énorme qui te bouffe de l'intérieur, paniquer, transpiration, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai l'impression que je vais vomir. Enfin, tu vois, imagine que tu ressens ça. Quand on raccroche, tu vas avoir besoin d'une explication. C'est normal. Et puis le cerveau autiste, encore plus. Donc tu vas Mmh. te dire, ben, en fait, c'est que la conversation a duré trop longtemps et puis Flo, elle parlait trop et puis, tu vois, tu vas avoir besoin de construire autour de ce qui s'est passé un narratif qui explique pourquoi tu te sens mal et quand on construit un narratif, c'est plus simple que le narratif soit extérieur. Donc certains adultes qui font des meltdowns ou même des shutdowns en réalité, hein, vont et quand ils sont pas détectés autistes, vont construire un narratif autour pour expliquer que, bah, c'est le conjoint, la conjointe qui a été casse-pied, qui écoute pas, qui comprend pas et c'est pas une insincérité, en fait. C'est juste que Mmh. c'est tellement immense une crise autistique, il faut une articulation d'explication. Donc souvent, les crises deviennent internes parce que quand on vient construire ce narratif ensuite, si on a crié, pleuré, on a une forme de responsabilité. Et cette forme de responsabilité, quand on ne sait pas qu'on est autiste, elle n'est pas logique, elle est pas cohérente. De se dire, bah, en fait, j'ai pété un câble, j'ai pété une crise de colère, c'est ma faute, hein, il y avait aucune raison extérieure. C'est psychologiquement impossible à articuler. J'ai eu un accès de colère, qui est 100 ma responsabilité et pas celle du monde. Donc souvent, heu, soit le meltdown va être justifié par un comportement externe, une colère de quelqu'un externe, soit ça va être un shutdown et dire que la crise de panique a été justifiée par le monde externe. D'accord. Il y avait aussi quelque chose qu'on se disait, en préparation de l'enregistrement. Dans le meltdown du coup, mais un peu dans le shutdown, hem, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à infantiliser alors toutes les personnes en situation de handicap, en général, mais je trouve encore plus, les personnes autistes. C'est-à-dire que si on est autiste et qu'on a, je sais pas, 35-38 ans, souvent, je vais entendre dire c'est pareil pour les personnes avec une déficience intellectuelle, le jeune. Ouais, c'est terrible. C'est on sera toujours un peu, le jeune, enfin, de toute façon, on a peu de représentation de personnes au-delà de 40 ans avec un autisme, mais on sera toujours le jeune. On est toujours associé un peu à même si on a, un autisme, voilà, qui se manifeste de manière assez légère et à la fois, bah, quand on fait une crise, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on doit aller courir et cetera, c'est perçu comme ne rentrant pas dans la norme, bah, de ce qu'on attend d'un adulte, en fait. Dans le monde du travail, on est censé performer et à jouer à l'adulte, et du coup, il y a des personnes autistes qui vont très mal le vivre parce qu'elles ne se confortent pas à cette image de qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce que n'est pas un adulte et il y a une image que tu donnais, Ouais. c'était sur l'épilepsie que j'avais bien aimée. Qu'est-ce que j'avais dit? Rappelle-moi. Tu avais dit que, quelqu'un qui est autiste,
Non, Ah bah pardon. oui. Quelqu'un qui est épileptique, s'il est par terre en train de baver et de secouer parce qu'il fait une crise épileptique, on va pas lui dire: «Enfin, ressaisis-toi», quoi. Ouais, on fait pas ça en public, enfin. Bah oui, non, mais Mmh. c'est déjà toute cette notion d'infantilisation dès que ça sort de la norme adulte, je pose une vraie question. Vous avez 4 heures et 2 copies doubles. Comment ça se passe pour le monde neurotypique? Ça va comment? Ça va pas bien. Donc déjà la normalisation de ce qu'est un adulte, c'est vraiment c'est le monde neurotypique dans toute sa splendeur. Personne n'y rentre, tout le monde se contorsionne pour y rentrer, personne n'est heureux à l'intérieur. Donc déjà ça, c'est assez magnifique. C'était comme, l'hétérosexualisation, normalisation, des années 80, personne n'était bien dedans. Bref, au niveau de l'infantilisation, c'est aussi parce que dans le monde neurotypique, la vulnérabilité et l'apanage de l'enfant. Il n'y a que l'enfant qui est vulnérable. Alors tous les neurotypiques, beaucoup de neurotypiques vont très, très mal, ils font des dépressions, des crises d'angoisse, sont psychologiquement pas forcément équilibrés, ce qui est la norme humaine, attention, je juge pas, hein. Mais c'est des gens qui vont pas forcément très bien non plus. Mais cette vulnérabilité, ouh là là, elle n'existe pas, elle est pas vue, elle est pas montrée, ce qui d'ailleurs ne fonctionne pas très bien. Donc, infantiliser la vulnérabilité, ça se voit aussi dans la pop culture où les personnages, vulnérables sont toujours des femmes enfants. On verra Mmh. jamais une femme, je sais pas, avec le charisme de qui? Tiens, cherchons une actrice, méga charismatique, mais, je sais Meryl pas, Streep. ou bah, mais là, le charisme de Meryl Streep, on la verrait pas jouer quelqu'un de vulnérable, alors que c'est un être humain. Elle est, par conséquent et par définition, vulnérable. Par contre, une Marilyn Monroe, pouponne, femme-enfant, n'a quasiment joué que des rôles de vulnérabilité et jamais des rôles de force. Dans cette notion de vulnérabilité égale infantilisation, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la conscience collective et tellement faux en plus de surcroît, que quand on voit une personne autiste faire une crise, ah bah, de suite, c'est tellement pas OK dans le monde adulte qui, soit dit en passant, va pas bien, que qu'on va être là: «Bah alors, bah reprends-toi, on fait pas ça, on est en public, le regard des autres» et cetera. Et c'est vrai qu'on le disait en préparant du coup, ce podcast, on ferait jamais ça à une personne épileptique par terre en train de faire une crise: «Mais ressaisis-toi, mais enfin, mais les adultes ne se roulent pas par terre, les adultes ne bavent pas». Enfin, jamais on renverrait cette image-là parce que, la réalité neurologique de l'épilepsie est plus évidente dans l'imaginaire collectif que l'impact, la réalité neurologique de l'autisme, alors que c'est en réalité la même. Et sur le sujet de l'infantilisation, de la vulnérabilité et cetera, il faut vraiment prendre la notion de la vulnérabilité autiste, la mettre en boule, la jeter dans une poubelle et y foutre le feu et tout ce qu'on peut faire de plus à cette poubelle. Il n'y a pas plus fort, plus robuste, plus déterminé et plus féroce qu'un cerveau autiste. Parce qu'un cerveau autiste, c'est se lever chaque matin avec des difficultés immenses, avec des ressentis douloureux, avec des nausées, avec du mal à dormir, du mal à manger, avec tout qui est une source d'angoisse, de stress. C'est passer chaque journée à mener un combat immense et en plus, non content de mener le combat immense, se déchirer à dépenser une énergie inutile parce que surtout le combat ne se voit pas. Et à la fin de journée, personne qui va taper sur l'épaule et dire waouh, eh ben, quelle force de caractère aujourd'hui. Non, à la place, ça va être bon, enfin, mais les adultes ne font pas ça. Donc, sur la notion de la vulnérabilité autistique, je pense que le monde neurotypique a besoin d'un grand coup de pied d'humilité dans le popotin et de réaliser que passer ne serait-ce qu'une semaine dans la vie d'une personne autiste, avec ce que ça implique sur le sommeil, l'alimentation, l'angoisse, le stress, les forces à dépenser juste pour tenir ne serait-ce qu'une conversation inintéressante, c'est quelque chose de pratiquement inaccessible pour la majorité des personnes neurotypiques. Donc, on devrait plutôt regarder les personnes autistes avec beaucoup d'humilité quand elles sont en crise et de se dire, purée, pour en arriver jusqu'à la crise, qu'est-ce que cette personne a dû vivre pendant la journée et la semaine et moi, j'aurais pas pu le supporter. Et se dire, bah, je vais plutôt être dans l'admiration d'avoir tenu jusque-là et le soutien et le, franchement, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire pour aider, que dans le, bah, enfin, mais qu'est-ce que c'est, mais les adultes ne font pas ça. C'est vraiment, c'est vraiment se penser au-dessus en termes de force de caractère, alors que pour le coup, j'aime pas qu'on fasse de hiérarchisation, c'est une diversité comme une autre, mais la diversité du TSA demande une force de caractère intergalactique et ça force le respect, l'humilité et surtout, surtout pas l'infantilisation, quoi.
Merci beaucoup. Heu, je voulais te demander, alors sur les aménagements de poste, je voudrais qu'on revienne rapidement dessus. Souvent, quand on veut aménager le poste d'une personne autiste, on pense au sensoriel. Parce que le sensoriel, c'est facile de se représenter que, si on avait un très, très gros néon sur la tronche, et ben, on serait pas content et que peut-être, on perçoit pas la lumière comme les autres, par exemple, ou le son comme les autres. C'est facile de se dire: «Bah, si j'avais un mégaphone dans les oreilles, je serais peut-être pas contente, donc si mon collègue autiste, il a le son qui est plus fort pour lui, et bah, c'est facile de se mettre à sa place là-dessus». Donc c'est souvent les premiers réflexes qu'on a, mais quels sont les premiers réflexes quand on doit aménager un poste pour une personne, autiste? Il y a pas de recette miracle parce que tout le monde est différent et tout le monde a un métier et un contexte de travail différent. Mais quels sont les premiers réflexes quand on veut mettre en place un aménagement de poste? Déjà, le premier réflexe, c'est de raisonner avec 2 notions: sécurité et prévisibilité. Une grande quantité, en fait, des difficultés liées au spectre autistique peuvent être amenées d'une façon ou d'une autre à la notion de sécurité. Le cerveau autiste, il est en état d'hypervigilance permanent. Et le sujet que tu dis, le néon qui clignote, qui vacille et cetera, c'est juste qu'à chaque fois que le néon va vaciller, ça active ce truc d'hypervigilance. Pourquoi ça vacille? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il est en train de griller et cetera? Et en fait, c'est pas la lumière sensoriellement peut être un sujet, mais on peut aussi le rattacher très rapidement à la notion de sécurité. Donc sécurité, prévisibilité. Sécurité, la personne sait ce qu'on attend d'elle. Les consignes sont claires. Elle n'est pas dans l'insécurité de devoir comprendre des choses qui sont non dites, et cetera. Elle n'est pas dans l'insécurité d'avoir une intrusion dans son espace de travail ou un changement imprévu, sur son emploi du temps. Et la prévisibilité, c'est effectivement pouvoir anticiper, mais aussi être fiable. Je te dis A, bah, c'est A. Il y a pas de discussion, ça va pas changer. Je vais pas te donner 14 tâches au compte-gouttes au fur et à mesure de la journée, 2 par mail, 3 à l'oral, 4 sur un post-it. Prévisibilité, c'est on a discuté de quel mode, de communication allait le mieux avec mon employé autiste, bah, je vais le respecter. Mon employé autiste, il aime avoir un mail quotidien avec, les tâches, à faire ou les tâches, d'intérêt. Bah, tous les matins, mon mail va être prêt, il va partir, il sera anticipable, toujours sur le même format. C'est pas énorme comme aménagement. Ce qu'il faut en fait, c'est de partir du mode de fonctionnement réel de la personne et pas du tout d'une attente normative. Parce que, la résilience à tout prix, elle peut pas marcher. La personne autiste peut s'adapter sur tel ou tel ou tel truc parce que ça va lui coûter et parce qu'elle va se sentir, comme tu disais, chanceuse et donc du coup redevable, étrangement. Et ça, à terme, ça va faire un burn-out autistique. Ce qu'il faut, c'est avoir une notion de qu'est-ce qui déclenche la personne sur un plan sensoriel, parce que c'est important, Mmh. même si c'est pas le plus envahissant dans le TSA, hors burn-out autistique, parce qu'en fait, le sensoriel, les personnes autistes sont tellement habituées à le refouler ou alors ont déjà des stratégies d'adaptation que c'est pas le pire. Donc OK. plan sensoriel, plan social, plan de ce qu'on appelle la pensée rigide, même si c'est un peu jugeant comme terminologie, c'est la Mmh. fameuse terminologie que j'aime pas, mais on n'a pas trouvé de substitution. C'est pensée rigide, c'est, la personne autiste aime que les choses soient faites dans cet ordre-là, elle a tel protocole pour telle tâche. Soit dit en passant, parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, quand une personne autiste a un protocole en place, lâcher prise. Il a été tellement surintellectualisé que c'est le meilleur protocole en place, hein. J'ai rarement vu une personne autiste avoir un protocole sur quelque chose qui soit pas complètement optimisé et anecdote, j'avais un patient qui avait un protocole ménage à 2. Je pense que j'avais jamais vu un truc aussi parfait. En 1 heure, les 2 personnes nettoyaient 280 m² de maison. Enfin, j'étais bref, trop admirative parce qu'il avait calculé que pendant que un balaye, l'autre fait ci. Enfin bref, c'est hallucinant la perfection du truc. Donc, les protocoles de la personne, en règle générale, elles font l'objet de tellement de réflexion et de surintellectualisation qu'en règle générale, les protocoles, ils sont pas loin de la perfection. Le besoin de routine, le besoin que chaque journée se passe, selon un rythme qui va bien à la personne et cetera. Et après tout ce qu'on disait, sécurité. La zone sécure, l'idéal,
pour qu'un employé autiste soit bien dans ses pompes, c'est que son bureau devienne un lieu sécure hors de la maison, au niveau de la luminosité, au niveau du confort, au niveau de la décoration aussi, le fait que personne n'entre à l'improviste dans le bureau. Alors ça, je sais que je mets beaucoup l'accent dessus parce que c'est très partagé. C'est pas vrai pour tous, mais c'est quand même très partagé que personne ne rentre en trombe dans le bureau, etc. Que les demandes soient données de façon anticipable par mail si c'est ce qui va mieux, sur un post-it si c'est ce qui va le mieux. Voilà, c'est tout ce panel qui doit être vu avec l'employeur, qu'on se mette d'accord sur des aménagements et surtout qu'ils soient respectés tout le temps. Pour conclure, cet épisode, ça va être difficile de choisir, mais je voudrais te demander le cliché, l'idée reçue que tu voudrais, auquel tu voudrais tordre le cou. Il y en a tellement, ça arrive. Est-ce que tu as 5 heures? Est-ce qu'on peut faire un 2e épisode de 8h30 ou ah c'est difficile, c'est très difficile. Ou la Hem, première qui te vient à l'esprit, et si on peut réorienter sur le monde du travail, ça permettra de réduire un petit peu le champ des options. attends, le monde du travail, juste là. Ouais, non, moi vraiment je pense que c'est pas tout à fait le monde du travail, pardon, je respecte pas la consigne, mais je pense que moi celui qui me tue le plus de clichés, c'est, la notion que les autistes ont pas d'empathie, parce que c'est faux, c'est Ouais. complètement faux, ça a été prouvé comme étant faux, on a des textes et combien de fois j'entends des proches qui disent: «Bah non, machin peut pas être autiste, il a de l'empathie» et c'est insupportable parce que déjà c'est déshumanisant pour la personne autiste, hein. Priver une personne autiste d'empathie, enfin c'est extraordinairement déshumanisant, c'est faux. Mmh. L'empathie qui est entre guillemets «problématique» dans le TSA, c'est l'empathie cognitive. C'est, je regarde ton visage, Lorraine, et j'arrive à me dire si j'ai parlé trop longtemps, pas trop longtemps, si je te donne la bonne réponse. J'arrive à peu près, à la lecture de ton visage, à comprendre ce que tu penses et ce que tu ressens. Ça, dans Mmh. l'autisme, ça peut être compliqué et je dis ça peut parce que dans les faits, c'est même pas le cas. On demande tellement de suradaptation aux personnes autistes qu'elles surintellectualisent l'empathie cognitive et que du coup, certaines personnes autistes performent bien mieux que les personnes neurotypiques en empathie cognitive parce qu'elles sont obligées d'y réfléchir énormément. Et l'empathie émotionnelle, pour le coup, c'est tu me racontes une histoire triste, ben ça me rend triste. L'empathie émotionnelle dans le spectre est quelque chose de gigantesque. La sensibilité émotionnelle est plus. Si on raconte une histoire d'injustice à une personne autiste, ça va la prendre aux tripes. Là, je sais plus quel jour, je partageais en story le fait qu'il existe encore des thérapies de conversion en Europe, chose que j'ignorais et qui m'a juste révoltée totalement. Bah, la communauté, sur Insta a pété un plomb, ça les a pris aux tripes. Même ceux qui sont pas concernés par le fait d'être LGBTQIA+, Mmh. parce que juste ça fait mal de savoir que quelque part il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes personnes non binaires qui sont maltraités juste pour leur diversité et émotionnellement cette empathie, elle est très puissante et déjà c'est je trouve déshumanisant de priver les personnes autistes de cette réalité parce que c'est ce qu'ils vivent et en plus c'est un vrai blocage, au diagnostic. C'est génial que tu aies pris celui-là parce que, je voulais vraiment l'explorer, encore plus en profondeur. Hem Et en fait, finalement, tu as dit que ça respectait pas tout à fait la consigne, mais ça, je pense que le cliché du manque d'empathie, c'est aussi un frein à l'embauche. Ah oui, tout à Je fait. vais pas embaucher quelqu'un qui est autiste parce que je veux qu'il travaille bien en équipe. Je vais pas prendre quelqu'un d'autiste en communication parce que, bah, il est fait pour être derrière un ordinateur à coder toute la journée et pas pour communiquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a la peau dure et effectivement, moi qui ai un entourage, avec beaucoup de personnes sur le spectre autistique, bah, je ne pense pas que je serais amie avec des personnes, qui n'ont pas d'empathie. Hem Et sur cette lecture des visages, alors je connaissais pas le terme d'empathie cognitive, mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit: «Bah, les personnes autistes ont pas d'empathie» parce que, par exemple, elles ne savent pas si quelqu'un est en colère ou il pleure ou elles vont pas lier l'expression du visage. Et j'ai déjà dit à quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un problème d'empathie, bah, dans ce cas-là, quelqu'un qui est malvoyant ou non-voyant, s'il te voit pas pleurer, est-ce qu'il a pas d'empathie pour autant?
Tout à fait, ouais, c'est un raccourci qui est absurde, c'est un raccourci qui n'a pas de sens et en plus les personnes autistes surcompensent donc comme Mmh. la personne aveugle va t'entendre, Ouais. grelotter, enfin sangloter et cetera, elle va dire: «Bah, tiens potentiellement elle pleure». C'est très, très simpliste et hem et sur ce que tu disais, ah c'est bête, il y avait un truc que tu as dit sur lequel je voulais rebondir mais ça m'a échappé. Mmh. Hem, La communication, les oui! types de métiers? Bah, la communication, on ne fait pas meilleur employé OK. en communication qu'une personne autiste. Parce qu'au lieu de se dire, «Ah bah tiens, je vais juste essayer de vendre tel produit», la personne autiste, mais il y a 140 rouages dans son cerveau sur comment articuler le truc. Enfin, la communication autiste est tellement surintellectualisée qu'elle est extraordinairement performante aussi. Et le frein à l'embauche aussi, ouais, là-dessus, il y a eu une dispute, familiale, Mmh mh. avec, l'épouse de mon papa. Mmh. J'espère qu'elle écoutera pas le podcast parce que je vais en dire du mal, mais je lui partagerai pas. Elle a une collègue qui est autiste et donc cette collègue autiste, elle a 2 collègues autistes, une que je connais très bien, une que je connais pas, mais dont elle parle très souvent et en très, très mal Mmh. et donc du coup, elle m'a expliqué par A plus B que la collègue autiste, la «mauvaise autiste» entre énormes guillemets, c'est ses mots, pas les miens et c'est pour ça qu'ils m'ont autant mis en colère. Bah, que celle-ci, elle comprend pas ses intentions à elle quand elle lui parle, que quand elle lui dit, gna gna gna, elle arrive pas à comprendre, que c'est quand même ultra révoltant, qu'elle est rigide sur les fonctionnements qui sont établis et donc j'explique à l'épouse de mon papa que elle non plus étant neurotypique ne comprend pas. Je dis: «Mais toi, tu Mmh. comprends pas que quand elle a besoin de protocole, c'est qu'en fait, c'est un besoin neurologique et qu'en fait, ça te coûte que dalle de respecter le protocole». Vraiment, pour le coup, en plus, le protocole en l'état, il était tellement stupide. C'était genre, envoyer un mail avant d'envoyer le doc et en plus, c'était le protocole de structure, donc c'était même pas le protocole de cette personne, c'était rien. Donc je lui dis: «Mais toi aussi, tu es dans l'incompréhension totale de ses besoins, de ses intentions et de ses émotions, donc tu es aussi défaillante en théorie de l'esprit que ta collègue autiste» et donc ça a créé toute une colère pas possible, donc c'était très rigolo, c'était un super repas d'anniversaire pour moi. Donc mais parce qu'elle refusait, de son point de vue neurotypique, d'envisager Mmh. qu'elle aussi, en fait, était défaillante en empathie, cognitive et puis pour le coup émotionnelle aussi, hein, parce qu'il n'est pas ce qui pour le coup était pas le cas de sa collègue, parce qu'elle arrivait pas à se projeter sur le besoin de l'autre, sur comprendre ses intentions, comprendre cognitivement ce qu'il jouait. Elle était tout aussi défaillante, en fait. Mais comme elle avait l'étiquette autiste, c'était forcément elle qui portait toute la responsabilité et en plus, ce qui était quand même assez, violent, déplacé et intolérant, c'était de mettre en parallèle la bonne autiste et la mauvaise autiste, donc c'était assez insupportable. Mais c'est vrai que le monde neurotypique refuse d'accepter que ce déficit d'empathie cognitive est complètement réciproque, existe parfaitement des 2 côtés et en fait, au lieu de dire: «Les autistes ne savent pas, les autistes n'y arrivent pas» et cetera, de se dire: «Mais en fait, c'est 2 populations qui peinent à se comprendre. Si on communiquait de façon un peu plus directe et intelligente, on se comprendrait». C'est très simple. Ouais, c'est comme 2 langues, différentes. Tout à fait, c'est comme 2 langues différentes. C'est comme, tu parles anglais, je parle espagnol, mais parce que moi je parle espagnol et j'estime que c'est la norme, bah, je t'en veux à toi de pas me comprendre alors même que je te comprends pas. C'est assez binaire, assez simpliste comme mode de réflexion. Je crois que ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps et pour tous ces partages. C'était un énorme plaisir, vraiment super intéressant et tes questions étaient d'une pertinence folle, donc c'était une vraie joie. Merci. Merci à toi. Vous avez écouté Atout et Handicap, le podcast qui donne de la hauteur à votre politique handicap. Si cet épisode vous a touché, intéressé ou fait réfléchir, partagez-le autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide à toucher encore plus de monde. Si vous avez envie d'échanger avec nous, retrouvez-nous sur LinkedIn, Instagram ou sur notre site internet. Merci à tous! Free audio post-production by alphonic.com.